Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Une revue de la presse qui est relayée sur les ondes de Radio J à Paris. Ce matin, nous commencerons par le Israël Hayom qui mentionne en manchette les primaires au Likoud, des primaires qui se tiendront mardi. Et le journal publie les noms des candidats qui bénéficieront du soutien du Premier ministre, un soutien qui leur sera bien entendu très précieux s'ils entendent se placer à un rang réaliste dans la liste électorale du Likoud aux prochaines élections. Alors qui trouve-t-on dans cette liste, on va dire, des pistonnés de Binyamin Netanyahou ? Des figures dominantes du Likoud, et ce n'est pas une véritable surprise, comme Israël Katz, le ministre des Transports, Miri Regev, la célèbre passionnariat du Likoud, ministre de la Culture, Ophir Akunis, Yuval Steinitz, qui sont tous des proches de Binyamin Netanyahou, David Bitan, David Amselem, le président de la coalition gouvernementale, mais également Tzipi Rotoveni et David Ohana. David Ohana qui est en tête parmi les chouchous de Netanyahou, ainsi que Yoav Gallant, qui est relégué dans la seconde dizaine des candidats eh bien, on trouve deux ténors du Likoud, Gilad Ardan et Ze'ev Elkin, qui ont perdu, on va dire, un petit peu de leur soutien par rapport à Binyamin Netanyahou. Et puis, il y a aussi ceux qui ne sont pas du tout recommandés par Binyamin Netanyahou. Et là aussi, pas de surprise véritable. Ce sont Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Éducation, qui est un véritable rival politique pour le Premier ministre, et Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui souffre de la crise qui avait été provoquée au moment des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Le journal souligne que ce sont 120 000 adhérents au Likoud qui composeront cette liste lors des élections primaires de mardi. Les quotidiens parlent également ce matin d'alliances, de beaucoup d'alliances, et le Israël Hayom souligne que Binyamin Netanyahou réclame 2 nouvelles places dans la liste électorale. Au total 3, afin d'y introduire des candidats de son choix ou des formations qui pourraient entrer dans un bloc de droite. En effet, après que l'on ait parlé du bloc de centre-gauche, on estime dans l'entourage du Premier ministre qu'il faut absolument élargir un bloc de droite en y introduisant des formations qui risquent de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Il s'agit par exemple d'Israël Beitenou, de Koulanou et du Foyer Juif. Mais hier soir, et nous venons d'en parler avec notre invité il y a quelques instants, Moshe Kahlon a promis de ne pas fusionner avec le Likoud. Donc pour l'instant, Moshe Kahlon conserve son indépendance. Le Israël Hayom indique que des tractations entre Lapid et Benny Gantz pour former un bloc de centre-gauche se poursuivent et qu'une décision devrait intervenir dans les 2 prochaines semaines. Le seul problème est que dans Yesh Atid, on affirme toujours que c'est Lapid qui doit conduire ce bloc, et ce, alors qu'hier soir, lors du club de la presse de la chaîne 12, un sondage a donné Benny Gantz comme bien plus populaire que Yair Lapid. Mais ce n'est pas tout. Le sondage i24 News et Israël Hayom, publié vendredi dans le Israël Hayom, a publié pour provoquer de vives tensions au sein du Parti travailliste. En effet, selon ce sondage, le Parti travailliste n'obtiendrait que 5 mandats et il frôlerait par le haut le seuil d'éligibilité. Certains responsables du parti affirment que Avi Gabay met en danger l'existence même du parti et qu'il faut absolument le remplacer avant les élections. Autres titres électoraux que l'on peut trouver dans la presse israélienne de ce matin, c'est aujourd'hui que le Foyer Juif doit désigner son leader et formera sa liste électorale. Et soulignons que le Israël Hayom mentionne également dans un article son partenariat, nous venons d'en parler, avec i24 News, et annonce que les résultats de ce sondage dont nous avons parlé vendredi et ce matin seront commentés ce soir par le rédacteur en chef du journal Boaz Bismuth sur la chaîne internationale i24 News. Les journaux reviennent ce matin sur la décision prise vendredi par le conseiller juridique du gouvernement de ne pas reporter après les élections sa décision concernant les dossiers du Premier ministre. Selon le conseiller Avichai Mendelblit, qui répondait ainsi à une requête des avocats du Premier ministre, rien n'empêche de publier une décision d'inculpation, conditionnée, vous le savez, par une audience avant les élections du 9 avril. Une décision qui a provoqué la colère, bien entendu, dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. Celui-ci a d'ailleurs réagi dès vendredi en affirmant que le conseiller juridique du gouvernement cédait aux pressions de la gauche et de la presse israélienne, dixit Binyamin Netanyahou. Cependant, le conseiller Mendelblit a affirmé que sa décision n'interviendra pas au cours des 2 prochaines semaines. Amit Segal, le correspondant politique de la chaîne 12, a expliqué hier soir que les fenêtres d'opportunité pour permettre au conseiller de publier ses conclusions sont relativement étroites. En effet, il avait été apparemment établi à la suite d'une suggestion de l'ancien conseiller juridique du gouvernement et ancien juge de la Cour suprême, Eliakim Rubinstein, que la décision concernant une inculpation d'un Premier ministre devait intervenir avant la fermeture des listes électorales le 20 février prochain, afin que cette décision ne pèse pas d'un poids trop déterminant dans les élections, dans la campagne électorale. Mais désormais, dans l'entourage du conseiller Mendelblit, on affirme
que ce n'est pas obligatoire et que le conseiller pourra publier ses conclusions même durant le mois de mars. Mais Amit Segal affirme également que dans ce cas, les avocats du Premier ministre pourraient apporter de nouvelles preuves importantes que le conseil juridique du gouvernement ne connaît pas pour l'instant et qu'il serait alors obligé d'étudier en détail, ce qui reporterait alors sa décision après les élections. Bref, rien n'est tout à fait clair pour l'instant dans ce dossier. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, ne comprend pas comment des dossiers judiciaires qui traînent depuis maintenant 4 ans pourraient entraîner une inculpation du Premier ministre précisément à quelques jours des élections du 9 avril. Il s'agit là d'une décision rapide et dangereuse de la part du conseiller Mandelblit, écrit ce matin Chaim Schlein dans le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot lui publie en une information intéressante. Il annonce que Mahmoud Abbas a reçu récemment à la Moukata une délégation d'hommes d'affaires israéliens, parmi les plus importants et influents sur le marché économique et commercial israélien. Mais Mahmoud Abbas a interdit l'accès à la Moukata à l'un des plus célèbres hommes d'affaires israéliens. Il s'agit de Rami Levy, le patron de la plus grande chaîne de supermarchés israéliens. Motif invoqué par Mahmoud Abbas et ses proches, Rami Levy est un mitnachel, c'est un colon. Pourquoi serait-il un colon ? Eh bien, c'est tout simple et on peut dire même compliqué à la fois. Rami Levy a déjà ouvert plusieurs supermarchés en Judée et en Samarie, des supermarchés qui servent à la fois une clientèle israélienne et une clientèle palestinienne. C'est le cas de ces supermarchés à Shar Binyamin, dans le sud du Shomron, et également dans le Gush Etzion, deux supermarchés qui ont tous deux d'ailleurs été le théâtre d'attentats terroristes meurtriers. Mais actuellement, eh bien, Rami Levy prépare l'ouverture d'un supermarché qui servira uniquement une clientèle palestinienne dans la région d'Atarot, au nord de Jérusalem. Et ça, apparemment, le Raïs palestinien ne peut pas le tolérer. Cette réaction de Mahmoud Abbas est d'autant plus surprenante que Rami Levy ne se cache pas de vouloir, à travers des liens commerciaux, rapprocher israéliens et palestiniens. Et puisque nous parlons des Palestiniens, voici un autre exemple d'un comportement plutôt étonnant de la part de l'autorité palestinienne. On pensait que les Américains avaient pris eux-mêmes la décision de cesser de verser annuellement 60 millions de dollars de subventions à l'autorité palestinienne. Eh bien, ce matin, en lisant le Israël Hayom, on comprend qu'en fait, il s'agit d'un renoncement des Palestiniens eux-mêmes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour ne pas être ensuite l'objet de poursuites judiciaires de la part de la justice américaine. En effet, un amendement à la loi américaine introduit en 2018 stipule que toute entité étatique qui reçoit une subvention américaine peut être l'objet de poursuites judiciaires pour dégâts commis lors d'actes terroristes contre des citoyens américains. Et c'est donc pour ne pas risquer d'être l'objet de ces poursuites et de devoir payer des dédommagements aux familles des victimes du terrorisme que les Palestiniens préfèrent donc renoncer à ces 60 millions de dollars de subventions américaines. Toujours à propos des Palestiniens, le Maariv cite ce matin un tweet publié durant le week-end par le conseiller spécial du président Trump, Jason Greenblatt, à l'intention de Hanan Ashrawi, l'une des leaders de l'OLP. Dans ce tweet, Greenblatt affirme que sa porte sera toujours ouverte pour les Palestiniens. Au cours des 14 derniers mois, j'ai rencontré de nombreux responsables palestiniens, écrit Greenblatt en réponse à une déclaration de Hanan Ashrawi qui affirmait que des tweets ne peuvent remplacer des pourparlers de paix. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre intéressant qui concerne la France, les relations entre la France et Israël, dans le Israël Hayom. Un titre sous la plume d'Ariel Kahana, le correspondant politique du journal, qui parle du litige existant entre la France et Israël à propos de la propriété du tombeau des rois. Il s'agit d'un site historique de toute première importance qui est situé à quelques dizaines de mètres de l'hôtel Grande Corte, dans la partie est de Jérusalem, non loin de ce qui était la ligne de démarcation jusqu'en 67. Nous avons parlé de l'histoire de ce tombeau avec Chaim Berkovitch il y a quelques semaines, qui a écrit un roman historique sur ce site, un roman sorti donc il y a quelques semaines. Selon Ariel Kahana, Israël exige d'ouvrir ce site qui abritait les tombes, entre autres, de la reine Hélène et de Kalba Saboua, le beau-père de Rabbi Akiva, et l'un des riches de Jérusalem de l'époque de la destruction du Second Temple. La France serait prête à l'ouvrir, mais à condition qu'Israël reconnaisse la propriété française pleine et entière de ce site et s'engage à ne pas effectuer de recherche historique sur cette propriété, sur la propriété de ce site qui, il y a près de 200 ans, avait été acquis par la famille juive française des Pereire, les fondateurs des chemins de fer en France. Il semble que, selon Ariel Kahana, le président Macron ait évoqué ce dossier lors de sa rencontre avec le président Rivlin, qui aurait été pris de court parce qu'il ne le connaissait pas, apparemment. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre invité.